Bonjour Cyril Bouriel. Bonjour Barbara. Comment ça va? Super bien. Bien? Super bien. Bon. J'adore la Martinique. Tu viens d'arriver en Martinique? Ça fait une semaine, je repars déjà demain et j'ai pas envie de partir. Mais on m'a dit que c'était l'île des revenants, donc apparemment, je reviendrai. Est-ce que tu peux te présenter, Cyril? Oui, je m'appelle Cyril Bouriel, j'ai 33 ans. J'ai monté il y a 5 ans une organisation qui s'appelle 20 Questions to the World, dont je vais vous parler aujourd'hui. Avant ça, j'ai un profil issu d'une école de commerce, donc qui n'est pas forcément en lien avec ce que je vais vous raconter. J'ai exercé divers métiers dans le conseil en stratégie, puis dans l'industrie musicale, avant de lancer en 2016 cette grande aventure entrepreneuriale. Pourquoi tu as fait une école de commerce, qui était le SCP, où tu es allé pendant plusieurs années pour avoir un diplôme avant de travailler, de monter des sociétés, avant d'arrêter? Pourquoi tu as fait une école de commerce? Ça a été un moment où je ne savais pas tout à fait ce que je voulais faire. J'avais la chance d'avoir des bonnes notes à l'école et on m'a conseillé d'aller faire une prépa HEC qui était quelque chose d'assez diversifié pour ensuite faire une école de commerce qui ouvrait un certain nombre de métiers. Donc j'avoue qu'à l'époque, c'est plutôt mon incertitude sur ce que je voulais faire qui m'a guidé. J'avais voulu être chirurgien à un moment et puis quand on m'a dit que c'était 14 ans d'études, à 17 ans, j'ai pas eu le courage. Tes parents étaient dans ce domaine-là? Mon père, ouais, était directeur commercial d'un grossiste de poissons. Et en effet, c'est une évidence que ça a aussi orienté mes choix. Non pas par choix éclairé à l'époque, mais en fait par éducation où on m'a un peu poussé là-dedans. Ce que je ne regrette pas du tout. J'ai choisi un métier différent aujourd'hui, où là, par exemple, mon père ne comprend pas tout à fait ce que je fais. Mais en revanche, ça m'a donné plein de clés de compréhension du monde, ça m'a ouvert à plein de choses, et ça m'a aussi permis sûrement de structurer le projet que je mène aujourd'hui. Parce qu'effectivement, l'ESCP, comme tu disais tout à l'heure, c'est un endroit, donc cette école supérieure de commerce de Paris, où on t'ouvre au monde quand même. Parce que le commerce, c'est des relations entre les hommes, finalement. Tout à fait, tout à fait. On vous apprend, j'avais des cours de psychologie et management par exemple, aussi bien que mes cours de comptabilité, aussi bien que mes cours d'économie, de langue, c'est très riche et ça ouvre à plein de choses. D'ailleurs, j'ai des amis qui se plaignent de ne pas avoir appris grand-chose là-bas, mais je pense que justement c'est le fait que ce soit très varié, on nous ouvre à la société en fait, à la société telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire qui est basée beaucoup sur l'économie, on nous ouvre à ça. Et la société basée beaucoup sur l'économie, c'est bien ou c'est pas bien? C'est un fait. De là, c'est difficile de juger ça. C'est difficile d'avoir une opinion tranchée. Il y a des pour et des contre. C'est un système qui organise les humains. Il y a très très longtemps, il y avait du troc. Aujourd'hui, on a essayé de matérialiser ça avec des échanges financiers, avec une certaine forme de libéralisation aujourd'hui qui est beaucoup critiquée, qui peut être un petit peu encadrée. En tout cas, il faut bien trouver un système d'organisation entre les humains. Et le système parfait n'a pas encore été trouvé, mais j'espère qu'un jour on le trouvera. En tout cas, toi, donc, en 2016, donc, après un parcours dans plusieurs entreprises que tu as créées aussi, tu as évolué aussi dans le milieu de l'industrie musicale, tu as décidé de changer en fait d'horizon. Et donc, tu as monté, c'était quoi, une société, une association, donc 20 Questions to the World, et ça t'est venu comme ça, une idée qui t'est venue comme ça? Ça a commencé par une association, et l'idée ne m'est pas du tout venue comme ça. J'avais vraiment la volonté de remonter un projet entrepreneurial. En effet, j'avais déjà monté une première entreprise en sortant de l'ESCP. J'avais la volonté de remonter une aventure entrepreneuriale, et je suis vraiment parti d'une feuille blanche. Quand j'ai écrit ce que je voulais absolument retrouver, il y avait la volonté de mieux comprendre le monde, un peu perdu dans le bazar médiatique. Il y avait potentiellement voyager un petit peu. Et il y avait aussi avoir beaucoup d'interactions sociales. J'aurais pu ouvrir un bar pour ça, mais en tout cas, je voulais beaucoup être au contact de l'autre. Et en mélangeant un petit peu tout ça, c'est comme ça qu'est sorti 20 Questions to the World, qui est donc l'origine, c'est un questionnaire de 20 questions, très ouverte sur l'éducation, le futur, la religion, les peurs, les rêves, les besoins, que je suis parti poser à des centaines de gens partout dans le monde pour mieux comprendre le monde. Encore une fois, perdu dans le bazar médiatique et un peu incapable de me faire une vision objective et globale du monde, avec les réseaux sociaux, avec les médias. Beaucoup de choses qui m'arrivaient, un peu préoccupé par certaines actualités. Je me suis dit, je vais aller me faire ma propre idée du monde. Qu'est-ce qui te préoccupait? Beaucoup de choses. De 2016, c'est après les attentats notamment? C'était après les attentats, il y avait des sujets écologiques, mais même des sujets économiques en fait. C'était
Au-delà de l'état du monde, il y a aussi toutes les guéguerres. Il y a des guéguerres qu'on entend en permanence. Le bien, le mal, le libéralisme, le communisme, le patron, l'ouvrier, le transhumaniste et l'ultra-conservateur. Et j'en avais marre de, en permanence, entendre des frictions, en me disant mais c'est pas possible, le monde passe son temps à se battre. Pourtant derrière ça, il y a plein de gens. Moi je voudrais aller les rencontrer, ces ouvriers que j'ai pas l'habitude de côtoyer. Moi je voudrais aller les rencontrer, ces politiques sur qui on n'arrête pas de taper. Qui ils sont vraiment? Est-ce que c'est justifié qu'on se tape tout le temps dessus? Et donc c'est toutes ces questions, ces frustrations qui m'ont poussé à aller vers l'autre en fait finalement, à essayer d'aller rencontrer l'autre. Et donc tu as, à l'arrivée, en fait, aujourd'hui, et avec ton équipe, parce qu'aujourd'hui tu as une petite équipe de combien de personnes On est 8 à plein temps à Paris. D'accord. Donc à sillonner le monde, toi-même tu as arrêté depuis quelques temps. Vous avez interviewé 1500 personnes. C'est des questionnaires qui durent combien de temps? Une interview dure environ 30 minutes, donc il y a 20 questions, toujours les mêmes. Si vous deviez décrire la planète à un extraterrestre, qu'est-ce que vous lui diriez? Fermez les yeux, vous êtes en 2100, qu'est-ce que vous voyez? Quelle est la plus belle chose que vous avez vue dans votre vie? Quel est votre rêve? De quoi avez-vous peur? J'ai fait moi 500 interviews la première année. Toutes les interviews sont filmées, donc ça permet de créer beaucoup de contenu que vous retrouverez sur nos réseaux sociaux, sur notre site 20 questions to the world. Exactement. Et donc j'ai 500 interviews moi la première année. Aujourd'hui 1500 grâce à toutes les équipes qui continuent de partir voyager. Et on a en permanence des personnes qui nous sollicitent pour partir voyager, poser des questions. Et il y a un message évident qui ressort de tout ça, qui est qu'en tant qu'être humain, on est bien plus semblable qu'on ne le pense. J'ai exprimé toutes mes craintes sur le monde. Je suis rentré en fait beaucoup plus optimiste sur l'être humain, sur tout ce qui fait de nous des humains, sur tout ce qui nous lie. Et ça, c'est le message qu'on diffuse aujourd'hui en tant qu'association. Essayer de fédérer les gens, de rassembler, de créer du lien autour de ce qui nous unit. Parce que quand on s'intéresse à l'autre, quand on l'écoute, il ressort beaucoup de belles choses sur lesquelles on peut bâtir pas mal de choses. À t'écouter parler, moi je pense à la caverne de Platon en fait. J'ai l'impression que tu étais dans la caverne, tu es sorti de la caverne pour aller voir et finalement ce que tu as vu n'était pas exactement ce que tu te figurais. C'est tout à fait ça. C'était une démarche très naïve à la base. Je partais vraiment sans a priori en me disant je ne sais pas ce que je vais découvrir. Donc c'était un projet entrepreneurial assez risqué dans le sens où vraiment je partais à l'aventure. Mais ça s'est dessiné au fur et à mesure des interviews, à force d'entendre toujours les mêmes choses. Et donc aujourd'hui le message fait pas mal écho puisqu'on est toujours là au bout de 5 ans. On a des partenaires qui nous accompagnent, on crée des projets, on a des projets pédagogiques dans les écoles. Qu'est-ce que vous dites aux enfants du coup? Les enfants, les 2 premières années de nos projets pédagogiques, en fait, on faisait communiquer des enfants de classes du monde entier. On les faisait travailler sur des questions qu'ils souhaitaient se poser et ensuite on allait les poser à tous, on les filmait, on créait des contenus qui permettaient, c'était presque un échange interculturel mais en vidéo, en leur permettant de se poser des questions et finalement de s'ouvrir à l'autre. C'est toujours le même sujet, c'est simplement quand on permet aux gens de dialoguer et quand on pose des questions saines, j'ai envie de dire, et ben ça crée des choses qui sont assez fortes. Les professeurs nous disaient mais les enfants ils n'en peuvent plus de votre projet, ils en redemandent. Et aujourd'hui on fait plus travailler les enfants, on lance différents projets, on fait travailler les enfants carrément sur des propositions pour l'avenir. Là on a un projet avec l'Union Européenne où on fait travailler des enfants de CM2 et 6e, donc 10-12 ans, sur 6 propositions pour l'avenir de l'Europe. Montrer que déjà à cet âge-là ils peuvent être engagés, avoir des idées et ils vont les porter eux-mêmes en plus au Parlement européen. Donc ils vont vivre une expérience un peu mais en fait ouais on s'intéresse à ce que je dis, etc. Et de toutes ces interviews, même si tu interroges sur les peurs et aussi des projets, toi tu es revenu de ce périple beaucoup plus enthousiaste comme tu étais au début. Mais quelles sont les craintes les plus communément énoncées? Les peurs? Pour vous dire, une des premières tendances qui m'a sauté aux yeux, c'était sur la question liée au futur. On essaie de chiffrer nos tendances, donc on analyse toutes nos réponses. On en a 30 000 aujourd'hui. La question du futur, fermez les yeux, vous êtes en 2100, qu'est-ce que vous voyez? J'arrêtais pas d'entendre des visions assez apocalyptiques du monde. Alors c'est loin 2100, c'est dans 80 ans, imaginez-vous 80 ans derrière où on était. Et ça m'inquiétait pas mal. À 40% des gens qui étaient pessimistes, c'est parce qu'ils parlaient de technologie et de progrès.
ensuite parce qu'il parlait de guerre et ensuite parce qu'il parlait d'écologie. Et donc ça, il y a eu beaucoup de craintes, mais finalement ça nous rassemble en fait d'avoir tous les mêmes peurs. Et puis il y a d'autres espoirs qui étaient exprimés dans d'autres questions. Mais en tout cas, il y a une crainte commune aujourd'hui pour le futur. Le monde a peur du futur. Mais si je peux apporter quand même une petite dose d'optimisme là-dedans, oui. pardon, c'est qu'on avait une question plutôt sur le passé, qui était est-ce que vous avez la sensation que votre vie est plus simple ou plus compliquée que celle de vos parents ou plus difficile que celle de vos parents? Et là, les gens s'accordaient en grande majorité à dire que leur qualité de vie s'était largement améliorée en une génération. Beaucoup. Même chez les populations les plus reculées que j'interviewais, ils me disaient mais vous vous rendez pas compte, moi j'ai jamais été à l'école. Aujourd'hui il y a une école dans le village qui est là. Et on me disait souvent moi j'ai plus d'opportunités que mes parents de faire ce que je veux, ou alors on peut plus facilement communiquer, voyager. Donc les gens témoignaient d'une vraie amélioration de leur qualité de vie. Par contre ils étaient très inquiets du futur, comme si on était, vous voyez, un peu au sommet du bien-être humain, même si c'est pas tout est loin d'être parfait. Mais... Et est-ce que finalement, parce que toi tu es parti, parce que tu voulais y voir par toi-même, tu as parlé de bruit médiatique, des réseaux sociaux, est-ce que finalement ce pessimisme-là, globalement, n'est pas alimenté par finalement une illusion médiatique ou un bruit médiatique qui est extrêmement négatif, qui est plutôt négatif? Si, je le pense fortement. Et partout dans le monde, je veux dire. Je le pense fortement, mais c'est le jeu des médias, et j'ai rien contre les médias, mais il y a des études, même biologiques, qui le prouvent. L'humain réagit beaucoup plus à des informations négatives qu'à des informations positives. Vous le savez beaucoup mieux que moi, c'est même une loi, il me semble, journalistique, la loi de proximité, où on sait que l'être humain, il a un principe de défense et un principe de réaction au danger. Donc on va être beaucoup plus attentif à des informations négatives. Et dans un contexte où il y a une masse d'informations beaucoup plus grosse qu'avant, il faut attirer l'attention avec des titres chocs, avec des choses. Et donc forcément, ça nous met dans un contexte médiatique où on a l'impression que le monde est un chaos pas possible. Alors que des statistiques montrent qu'il n'y a jamais aussi peu de guerres qu'aujourd'hui. Oui. C'est prouvé, il n'y a jamais eu aussi peu de conflits. On a l'impression que le monde est à feu et à sang. Oui. Mais pourtant, on vit une période de paix qui est a priori assez stable. Mais avec un virus qui nous embête un peu. Alors ça, c'est autre chose. Et quelle est l'interview, même si c'est compliqué, mais l'interview, la personne, parmi les 500 que toi tu aurais rencontré, la personne qui t'a le plus touché, qui t'a le plus ému, qui t'a le plus... qui a fait vérité, quoi, qui a fait écho à quelque chose de profond chez toi? Ah oui, c'est dur de répondre à ça. Peut-être qu'il n'y a pas de réponse, hein. On passe à la prochaine si tu n'y réponds pas. Non, j'ai des... En fait, il y a des histoires vraiment extrêmement touchantes. Je me souviens d'un sans-abri en France qui nous explique qu'enfant, il a été déposé devant un sac poubelle devant une mairie, qu'il a été récupéré par une famille de la DAS, qui était sa mère, qui est en fait sa mère adoptive, qui était une mère qui prenait le plus d'enfants possible pour avoir des subventions et qui vivait dans 1 mètre carré dans une chambre fermée. Et donc en fait, ce monsieur qui était sans abri, moi je suis allé le voir juste parce qu'il était sans abri. Et quand il raconte ça, on en prend, c'est des histoires de vie, on en prend plein la figure. Et surtout, on se rend compte qu'en fait derrière chaque profil social, il y a une histoire, il y a une raison d'avoir un peu d'empathie, même beaucoup parfois. Et que plus on s'intéresse aux autres, plus on comprend des situations, plus on comprend des vies. Et donc c'est le message qu'on essaie de faire passer aussi, c'est que aller creuser un tout petit peu plus loin que la façade, que l'étiquette, que la représentation, et que derrière, il y a beaucoup de choses qui permettent de se comprendre et d'avancer. Tu es en Martinique avec ton équipe, tu es en Martinique 20 Questions to the World. Pour y faire quoi? Donc tu vas mettre en œuvre ce projet ici, tu vas interviewer des gens? En effet, on aimerait beaucoup pouvoir monter des projets à la Martinique. Moi, je suis venu une semaine, cette semaine, pour essayer de rencontrer des gens. Je fais quelques interviews, je rencontre des personnes qui pourraient nous accompagner sur des projets. Aussi bien l'Institut catholique d'enseignement supérieur que des professeurs, que des dirigeants d'entreprise, pour vraiment essayer de voir ce qu'on pourrait faire. En effet, on a une équipe de voyageurs qui arrive cette semaine, qui va faire quelques interviews ici. Mais on aimerait lancer des projets à plus grande échelle parce que il me semble que c'est un territoire où le lien social mérite d'être choyé, mérite d'être travaillé. Et donc, sans avoir la prétention de le restaurer, en tout cas, on a un vrai savoir-faire dans
écouter les gens, faire parler, et la parole est vraiment le premier pas vers la construction potentiellement. Donc faire parler les gens, créer les conditions d'un dialogue, ce serait quelque chose qu'on aimerait potentiellement apporter ici. La médiation. C'est une certaine forme de médiation sociale, en effet. Tu ne serais pas un peu psychologue C'est peut-être dans une autre vie, la troisième vie. Le mot de la fin, Cyril, ce serait quoi? Le mot de la fin. J'ai entendu beaucoup d'expressions créoles ou de mots créoles, mais j'ai été incapable de retenir certains mots. J'aurais bien aimé pouvoir en dire un. Le mot de la fin, c'est j'espère à bientôt. J'espère que je prends l'avion demain pour Paris, mais j'espère très vite revenir. On dit en créole, en lot de soleil. En lot de soleil. Voilà.